L'actualité vue par le web et les réseaux sociaux, c'est un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir Oui. Vincent. Et on parle donc de cette affaire Cahuzac, l'affaire Cahuzac qui revient donc à la une des médias. À la une du Huffington Post notamment, qui titre avec un petit jeu de mots, en fin de compte, Jérôme Cahuzac a démissionné. Évidemment, il s'agit de l'affaire de ce compte qu'il aurait peut-être eu en Suisse et qui aurait été clôturé en 2010 du côté de la banque UBS. Alors aujourd'hui, il démissionne, mais il faut se rappeler qu'un des tout premiers sites d'information à avoir évoqué l'affaire, c'était Mediapart, qui évidemment titre là-dessus aussi. En fin d'après-midi, on pouvait découvrir cet article. Le compte suisse du ministre du Budget, pour eux, il n'y a pas de doute. Cahuzac démissionne. Alors évidemment, c'est une affaire qui fait beaucoup de bruit. On a parlé tout à l'heure de ce remaniement. Mais pour Mediapart, c'était une affaire particulièrement importante parce qu'il y avait un vrai bras de fer. C'était une affaire de crédibilité, de professionnalisme, presque d'honneur pour la rédaction de Mediapart. Et c'est vrai qu'à un certain moment, on avait mis en doute, certains avaient mis en doute la qualité du travail des journalistes de Mediapart. Par exemple, on se souvient qu'en février dernier, on avait ce titre du côté du JDD, les Suisses blanchissent Cahuzac, et Mediapart s'était retrouvé dans la situation où il devait se défendre en accusant finalement l'adversaire, puisqu'on était vraiment dans un affrontement de se livrer à une opération de communication. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu une bataille qui vient d'être gagnée par Mediapart, et du côté du fondateur du site, on s'en amuse un petit peu sur Twitter. Edoui Plenel qui écrit: l'affaire Cahuzac montre l'utilité de Mediapart, de ses enquêtes, de sa liberté. Alors soutenez-nous, abonnez-vous. Un petit peu de pub, ça fait pas de mal, donc il en profite avec cette affaire. Alors l'affaire est loin d'être close, mais avec les derniers éléments, notamment cet enregistrement d'une conversation téléphonique où la voix de Jérôme Cahuzac aurait été authentifiée, pour Mediapart, ça montre clairement que la justice a l'air d'aller dans le sens de l'enquête des journalistes de Mediapart. Je vous montre, pour conclure ce chapitre, un édito paru sur le site des Inrocks, un édito de Frédéric Bonneau intitulé « Mediapart confronté au syndrome français de la preuve ». Il écrit: en France, on considère que le journalisme, ça ne consiste pas à dévoiler aux citoyens les pratiques délictueuses de ceux qui sont censés les représenter et agir en leur nom. Ça se passe seulement dans les films américains. Alors finalement, tout ça n'est que démagogie, selon certains. Tout ça n'est qu'atteinte à la vie privée. Mais si le ministre délégué au budget d'un gouvernement de gauche, grand ordonnateur d'une austérité particulièrement rigoureuse, a dissimulé de l'argent en Suisse, cette information ne révèle-t-elle pas de l'intérêt général? En tout cas, pour Mediapart, la réponse plutôt est très claire. Alors voilà donc pour cette affaire Cahuzac. Pendant ce temps-là, Karim, Nicolas Sarkozy, lui, s'offre une petite tranche de nostalgie. Alors, petit tour de Nicolas Sarkozy du côté de la Libye. Alors c'est vrai que l'affaire Cahuzac a un petit peu éclipsé ce voyage, qui aurait sans doute eu plus de place dans les médias. En tout cas, on en parle notamment sur le site du Monde. On en parle aussi à travers des photos sur le site, encore une fois, du Huffington Post, où on a plusieurs photos de Nicolas Sarkozy qui retourne en Libye quasiment 2 ans après le lancement des opérations militaires de l'OTAN en mars 2011. Évidemment, cette visite réveille tous ceux qui sont nostalgiques sur les réseaux sociaux. Alors, Alain Juppé, je ne sais pas, mais en tout cas, lui évoque un moment très fort de reconnaissance et de gratitude de la part des Libyens. Il était sur place. Qui était sur place, exactement. Et puis, bloc de droite, il ne cache pas son opinion, ce compte Twitter. Eh bien, les Libyens ont préféré inviter Sarkozy et Juppé que Hollande et Hérault pour le 2e anniversaire de la Révolution. Ce n'est pas franchement étonnant. Hollande et Hérault n'avaient pas grand-chose à avoir dans cette histoire à l'époque. En tout cas, ça relance encore une fois toutes ces questions qu'on se pose sur un éventuel retour de Nicolas Sarkozy. Le voir retourner en Libye comme ça pour ses partisans, c'est peut-être quelque chose qui les fait rêver, espérer qu'ils reviennent. En tout cas, qu'est-ce qui a changé en Libye? Eh bien, Rue 89 souligne que ce qui a changé, c'est que Bernard-Henri Lévy n'a pas pu y aller, n'a pas pu y retourner, parce qu'il faut préciser que cette visite était à l'initiative de la mairie de Tripoli et non du gouvernement. Et du côté de la mairie de Tripoli, on a expliqué que ça pourrait être dangereux, ça pourrait éveiller l'animosité des milices islamistes. C'est tout un symbole. Et Tripoli a décidé de refuser de recevoir Bernard-Henri Lévy parce qu'il était juif. C'est un symbole plutôt négatif, et on a le sentiment qu'en termes de pression des islamistes, la situation s'est largement dégradée. Il y a 2 ans, donc, la Libye, le début de l'intervention. Il y a 10 ans, c'était l'Irak.
une guerre dont les médias n'étaient pas vraiment sortis indemnes, hein, Karim. Clairement pas, et les médias américains semblent encore traumatisés. On en parle énormément du côté des sites d'information américains. Le site Real News raconte comment les médias libéraux et le New York Times avaient aidé à vendre cette guerre à l'opinion, notamment en alimentant le mythe des armes de destruction massive, un mensonge clairement. On se souvient que quelques années plus tard, les médias avaient déjà commencé à faire leur mea culpa. On retrouve encore trace de cet article du Times, The Times and Iraq, c'était en 2004, où déjà on faisait son mea culpa en expliquant les insuffisances, le manque de rigueur qui a mené à publier des articles qui n'auraient pas dû l'être. Alors clairement, c'est une forme de traumatisme, et du côté de la chaîne américaine CNN, c'était une époque où France 24 n'existait pas, et c'était aussi un petit peu à cause de cette guerre du Golfe que on a accéléré les choses pour la création d'une chaîne française internationale. Eh bien, du côté de CNN, on se demande, est-ce qu'on a tiré les leçons de ces erreurs ? On souligne aussi que certes il y a eu des erreurs, mais c'est presque de façon machiavélique que les autorités américaines ou certains membres des autorités américaines avaient manipulé l'opinion en construisant des preuves qui avaient l'air particulièrement solides, mais certains s'inquiètent, notamment du côté du Huffington Post, avec cet article et ce point de vue, celui de Michael Calderon, qui explique que ce fiasco pourrait se reproduire parce que tous les va-t-en-guerre qui étaient là à l'époque occupent encore parfois des postes importants. Ça pourrait sans doute se reproduire, et c'est ce qui inquiète Hans Blix. Vous vous souvenez sans doute de cet ancien président directeur de l'AIEA, qui est aussi un diplomate et qui tire la sonnette d'alarme. Faites attention à ce que ça ne se reproduise pas en Iran. Merci Karim pour ce tour d'horizon de l'actualité vue par Internet. Et on continue à s'intéresser à ce qui fait le buzz, à ce qui agite la toile. C'est Sur le net, juste avant la météo et le prochain journal. Restez donc avec nous sur France 24.